Alors, notre deuxième marche, notre deuxième pourquoi, c'est justement pour comprendre comment se déroule cette transformation. Je vais vous proposer maintenant d'accueillir notre deuxième intervenant. Merci d'applaudir, s'il vous plaît, avec votre cœur, Romain Cristofini, un pionnier en matière de transformation intérieure. Alors, je rappelle que tu es entrepreneur, tu es conférencier et tu es surtout créateur d'une communauté incroyable qui s'appelle la communauté des leaders éclairés. C'est une communauté, j'imagine que vous la connaissez, de décideurs qui associent en fait l'évolution intérieure et l'engagement pour la Terre. Et ce soir, eh bien, tu vas nous surprendre. Ils sont à toi, je propose 22 minutes pour toi. Merci Laura. J'ai envie de commencer par une question. Qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? Quel est le mouvement intérieur qui vous a amené ici ce soir? Je peux imaginer qu'il y a de la curiosité. Je peux imaginer qu'il y a une part de vous qui a envie de prendre de l'énergie, qui avait envie de retrouver du lien. Je peux imaginer que vous avez envie d'être inspiré. Je peux aussi imaginer qu'il y a une petite voix plus subtile, plus légère, parfois inconsciente, qui cherche quelque chose. Une petite voix qui a soif. Je crois qu'on est tous différents dans cette salle. Mais il y a deux choses qu'on a en commun. La première chose qu'on a tous en commun, c'est que nous sommes des êtres humains. Nous avons en commun notre humanité. La deuxième chose qu'on a en commun, et cette crise qu'on traverse, là, ce bouleversement qu'on vit depuis plus d'un an maintenant, ça vient remonter encore ça, de façon un peu plus forte. La deuxième chose, c'est qu'au fond de nous, il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde. Il y a le sentiment que quelque chose est en danger, que notre terre est en danger. Il y a le sentiment qu'il se joue quelque chose pour les générations qui viennent après nous et qu'il se joue quelque chose pour nos enfants. Il y a le sentiment peut-être aussi que notre existence, c'est peut-être quelque chose de différent que travailler, réussir, produire, consommer, avoir des loisirs. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres d'élan et nous avons soif de sens. Alors là, devant vous, malgré l'appréhension que j'ai, il y a aussi une part de moi qui est heureuse, une part de moi qui jubile, parce que ce que je vais vous partager, c'est ce que j'ai observé au cours des dernières années. C'est ce que j'ai observé de merveilleux dans ce chemin que sont en train de prendre des centaines, des milliers, peut-être des millions de dirigeants, de managers, de collaborateurs, pour se mettre à la hauteur des enjeux de notre monde. C'est un chemin de conscience, c'est d'une certaine façon un chemin d'éveil. Et ce que j'ai envie de vous dire là, avant de vous en livrer quelques clés, et c'est pour ça que je suis heureux, c'est que je crois que ce chemin, c'est un chemin aussi de libération personnelle. C'est un chemin d'accomplissement, c'est un chemin d'alignement. Et au bout du chemin, il y a de la joie. Et je crois que ce qu'on trouve aujourd'hui, vous voyez, c'est chez leaders éclairés, engagés. Il y a vraiment, j'aime bien cette citation de Robert Rabin, c'est un spécialiste du leadership aux États-Unis, et il nous dit, ben voilà, notre monde, il a besoin aujourd'hui de sages contemporains, aussi doués pour l'abandon au silence que pour des innovations à couper le souffle. Alors comment ils font, ces leaders inspirés qui changent le monde? Et vous allez en avoir ce soir, vous allez pouvoir les entendre. À quelle source ils puisent au fond? Quel est ce carburant invisible qui leur permet de s'extraire du système, qui leur permet de s'extraire d'un système de croyances dont nous avons hérité depuis l'ère industrielle, un système de compétition, un système parfois de profit, un système d'individualisme. Comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils actionnent comme moteur? Eh bien, ils actionnent une source existentielle. Ils actionnent une intelligence qui est de nature spirituelle. Ce dont je vais vous parler là, c'est le chemin le moins emprunté, mais c'est, je crois, un des chemins les plus merveilleux. Je crois que c'est le chemin que nous avons fait, nous, générations, maintenant, pour nos enfants. Ça, c'est une photo d'un groupe de dirigeants, voilà, que j'avais embarqué dans la forêt. Et vous voyez, je l'ai gardée, cette photo, parce que l'idée, c'était de se dire, mais comment est-ce que je peux me reconnecter au vivant? Comment je peux me reconnecter au sens profond qui peut m'animer? Quel sens ou quelle direction je peux donner à ma vie? Et on avait choisi la forêt justement pour un petit peu symboliser ce retour à l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est l'humus. C'est la racine étymologique, faire preuve d'humilité, c'est vraiment renouer avec notre condition d'être humain. Humus, c'est l'homme. Humus, c'est la terre. Et avec cette photo, j'ai envie que vous vous reliez vous-même, parce que vous êtes là ce soir, à tous ces gens qui font ce chemin de conscience. Alors, il n'y a pas besoin d'aller dans la forêt, ça c'est quand on a lancé la communauté des leaders éclairés. Et vous voyez, on était tous assis, on était 300, on venait d'ouvrir le cœur,
On venait de se brancher sur les besoins du monde et même sur la souffrance du monde dont parlait Mathieu Ricard. Mais on n'était pas arrêté à la souffrance, on s'est dit qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça crée comme mouvement pour moi? En quoi ça me donne envie, moi aussi, de devenir non pas spectateur de ce monde-là qui est en souffrance et de ce monde qui cherche à naître. Non, j'ai envie d'en devenir acteur. Mais je n'ai pas envie d'en devenir acteur à partir d'une source de contrainte, à partir d'injonctions morales ou du « il faudrait », j'ai envie d'en devenir acteur en étant moi-même dans la joie. Et ça, vous voyez, c'est une photo d'une retraite. J'anime des retraites de dirigeants qui font ce travail-là. On plonge dans la nature, on plonge dans le silence, on médite, on marche, on fait des feux sous les étoiles et on se pose des questions essentielles. Et vous voyez, cette personne-là qui est dirigeante, elle proclame devant le groupe sa mission de vie. Elle proclame ce grand pourquoi, elle proclame ce pourquoi qu'elle vient de trouver en elle, parce que ce dont je vous parle, c'est bien d'écouter à l'intérieur. Je pense qu'il est temps aujourd'hui pour notre humanité de renouer avec cette véritable nature, notre véritable nature. Et notre véritable nature, c'est que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains. Nous sommes encore moins des avoirs humains. Nous sommes des êtres qui sommes dotés d'une dimension transcendante. Nous sommes des êtres incomplets qui arrivons sur Terre en quête de quelque chose. Nous sommes des êtres aussi qui avons besoin non seulement de nous retrouver peut-être nous-mêmes, mais ensuite de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Cette dimension existentielle, spirituelle, on peut la refouler, mais ça peut être coûteux dans une vie. Ça peut être coûteux parce que, si je vous interpellais, je le fais souvent de cette façon-là, je vais me permettre de le faire, je pense que sur un lit de mort, quand on a été peut-être dirigeant, manager toute sa vie, il y a peu de chances que vous racontiez à vos petits-enfants, que vous leur disiez, tu sais, ce que j'ai vraiment envie de te dire sur ma vie, c'est qu'en 2014, on avait fait plus 12% dans la filiale japonaise. Alors, qu'est-ce qui va nous donner une direction? C'est vraiment intéressant de se dire qu'il y a cette intelligence en nous qui sommeille. Cette intelligence spirituelle, elle est liée à la faculté que l'on a en tant qu'être humain. La première chose, c'est d'essayer de trouver qui on est. Nous passons notre vie à essayer finalement de recontacter l'être véritable que nous sommes. La deuxième chose, c'est qu'on a cette quête de sens. Et la troisième chose, c'est qu'on a aussi cette capacité, comme on l'a fait tout à l'heure, vous voyez comment on a pu se connecter les uns aux autres juste par la danse, aussi énergétique et inspirante. Qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Nous sommes reliés. Dans ce moment-là, notre ego s'est en quelque sorte dissous et on a pu communier ensemble. Et donc nous avons cette capacité à non seulement se relier horizontalement les uns aux autres, mais on a également cette capacité à se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous, à se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Alors comment on fait ça, de façon schématique? Moi, c'est ce que j'ai observé, mais c'est surtout, bien sûr, tout ce qui est décrit, dans la façon dont un être humain, finalement, peut renouer avec qui il est et ensuite se mettre au service. Il y a effectivement cette première étape. Et Jung en parle extrêmement bien, Carl Jung. Il a cette formule qui dit « deviens qui tu es ». Et si je vous ai mis cette image de l'oignon, c'est un peu pour vous symboliser le fait qu'il y a toute une première partie de notre vie où quand nous arrivons en tant qu'être dans notre espace familial, puis à l'école, puis après socialement, les copains, le boulot, il y a toute une partie finalement de notre vie qui peut nous amener à nous éloigner de nous-mêmes. C'est comme si nous endossions au fur et à mesure des années différentes identités superficielles, différentes couches de l'oignon. Je suis ingénieur, j'ai tel âge, et puis on me dit depuis tout petit que j'ai telle ou telle qualité. Et puis, quand j'étais enfant, j'avais tel élan, mais pour des raisons un peu plus raisonnables, justement, j'ai pris telle ou telle orientation. Et puis, petit à petit, j'ai tellement fait de choses, j'ai développé des compétences que j'ai fini par m'identifier à ces identités. Et la grande erreur, je crois, de notre temps aujourd'hui, la grande erreur que nous faisons en tant qu'être humain, c'est de n'avoir pas réalisé que ces identités, Jung les appelle la persona, même personnalité. Prenez ce mot, personnalité. Persona, en latin, ça veut dire masque. Pendant une grande partie de notre vie, sans le savoir, nous endossons des masques. L'ego est un masque. Et dans une seconde partie de notre vie, quand la vie commence à pousser à l'intérieur, quand il y a quelque chose qui vient nous tirailler, ça peut être par exemple à la quarantaine, c'est pas des blagues tout ça. Vous avez peut-être été traversé. Moi, elle a été radicale, elle m'a fait changer de vie et vendre ma boîte et tout arrêter. Et bien, il y a quelque chose qui frappe à l'intérieur et qui dit, mais qui es-tu vraiment? Est-ce que tu vis vraiment la vie que tu as envie de vivre? Et donc, vous voyez, il y a ce premier mouvement qui consiste à quelque part déconstruire toutes ces histoires que l'on se racontait sur soi. Déconstruire aussi un certain système de croyances. Et on a du boulot, les amis. Parce qu'on a hérité d'un système de croyances qui amène la planète là où elle est. Donc nous avons, nous,
hommes d'action ou femmes d'action, qui avons aussi du pouvoir d'action, quelque part à déconstruire un certain nombre de façons de fonctionner, de recherche de performance, de remplir un peu les choses. Donc vous voyez, il y a tout un premier mouvement qui est un mouvement de travail sur soi. Alors on pourrait appeler ça le développement personnel. Et j'ai envie de vous dire, il y a une chose qui est essentielle. Et Mathieu Ricard, d'ailleurs, je le cite souvent parce qu'il a cette phrase, il dit « Le développement personnel qui, à un moment donné, n'est pas tourné vers autrui, c'est de l'arnaque. » Donc ça, c'est la première étape, c'est revenir à qui je suis, m'enlever ces oripeaux. Moi, j'ai enlevé l'oripeau, par exemple, du chef d'entreprise. J'ai enlevé l'oripeau du manager. Aujourd'hui, je voyage beaucoup plus léger. Ah, j'avais appris à faire ça, j'avais des compétences, mais ça m'avait coûté extrêmement cher. J'ai fait ce mouvement pour essayer de revenir à qui je suis. Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième mouvement, et c'est presque un mouvement naturel quand on a trouvé qui on est vraiment, quand on ose habiter vraiment qui on est, le deuxième mouvement, c'est de comprendre sa place dans l'ordre des choses. C'est de comprendre que chacun ici présent, nous avons une note singulière. Nous avons une note de musique à apporter à la symphonie du monde. Et que si je ne joue pas ma note, si je ne joue pas l'instrument que je suis, avec tout mon cocktail de talents, de qualités, mais aussi d'ombre, aussi de défauts, aussi de limites, si je ne joue pas cette note, le monde ne l'aura pas. Et donc il y a ce deuxième mouvement qui consiste à dire, mais finalement au service de quoi je vais mettre tout ce cocktail-là qui est en moi ? Quelle est peut-être la cause que je vais servir ? Comment je vais l'offrir au monde ? Si je ne l'offre pas au monde, si je la joue petit, si je n'ose pas rayonner à partir de mon être, le monde ne l'aura pas. Je crois que nous sommes arrivés à une période où nous, tous ici présents et tous dans le monde, nous avons besoin de rayonner à partir de notre être. Et ça nous amène à l'idée de se dire, mais oui, est-ce que finalement on n'a pas tous une mission ? Alors prenez le mot qui vous convient. Ça peut être une raison d'être, ça peut être mon étoile polaire, ça peut être ma boussole intérieure. J'aime bien cette idée de calling aussi. Il y a des gens qui ont un vrai appel intérieur. Ce qui est important ici de voir, c'est que cette histoire de vocation, ce n'est pas réservé à certaines personnes, ce n'est pas réservé à certains métiers vocationnels. Nous avons tous quelque chose à amener au monde. Quelque part, nous nous incarnons pour ça. C'est un programme de vie. Et donc, on peut faire avec une mission, on peut, quand on trouve cette mission, vraiment faire de sa vie, non pas, je dirais, une existence. Je vais reprendre une expression de Christiane Singer qui est extrêmement dure. Cette femme mâchait pas ses mots, c'était « Est-ce que vous voulez être fonctionnaire de vie ? Ou est-ce que vous voulez vraiment vous autoriser à vivre votre vie avec magie, avec plénitude, en étant pleinement qui vous êtes ?» Et vous avez cette phrase d'Aristote, vous voyez, ce concept-là que vous allez retrouver dans plein de traditions, n'est pas nouveau. Et Aristote nous dit, c'est vraiment à l'intersection de votre talent et des besoins du monde que là réside votre mission. Et ce dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas d'une mission lourde, ce n'est pas d'un fardeau que je prendrai, ce n'est pas de nouvelles injonctions que je prendrai en disant, il faut absolument que je serve ça, il faut que je dise toute ma vie, comme s'il y avait quelque chose d'écrasant. Souvent des gens disent, mais je ne veux pas de mission, qui suis-je pour avoir une mission ? Mais non, c'est juste d'être qui vous êtes. C'est ça votre mission. Et c'est de l'orienter vers un besoin du monde qui particulièrement vous émeut. Il y a quelque chose de très soutenant. Plus je suis dans ma mission, plus j'utilise mes talents. Et la psychologie positive nous montre que plus j'utilise mes talents, plus j'ai de l'énergie, plus c'est facile et plus je rayonne. Alors comment on la trouve ? La bonne nouvelle, c'est quelque part, elle est déjà là, votre mission. Elle est déjà là, inscrite dans votre vie. Elle est déjà là en filigrane. Elle est là dans les moments où vous vous sentez pleinement vous-même, dans les moments où vous vous sentez vivant, dans les moments où vous vous dites, là, je suis vraiment à ma place. Mais votre mission de vie, on peut aussi la trouver dans les revers, on peut la trouver dans les virages, dans les épreuves de la vie, où là aussi notre être affleure avec quelque chose de plus fort. Et en relisant souvent cette vie, c'est un travail qui se fait, qui peut prendre un certain temps, ou parfois ça peut aller très vite, on voit cette mission qui apparaît. Voilà des exemples de raisons d'être, de missions, de personnes qui existent. Ça, c'est par exemple la mission d'un homme qui dirige une grosse boîte de textile que je ne citerai pas. Mais sa mission, c'est « Je transforme les organisations humaines avec humour et amour ». Et sa mission le guide. Dans les décisions importantes, elle le guide. Si au bout de quelques semaines, il est fatigué, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, mais est-ce que je suis encore dans ma mission ? Quand je sens que je faiblis, quand je sens que la foi me perd, quand des fois j'ai les bras qui tombent par rapport à ce monde qui n'avance pas aussi vite que je voudrais, à ce moment-là, je reviens à ma mission. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Mettre petites choses qui auraient pu nourrir ma mission.
Voilà une ressource extrêmement précieuse. Je vous laisse lire d'autres exemples de missions. Elles peuvent être extrêmement variées. Et la formulation n'a pas d'importance. Certains vivent leur mission sans avoir besoin de nommer et de poser des mots. Mais quelle ressource précieuse pour un décideur. Quelle ressource précieuse pour un capitaine quand il y a tellement de nuages qu'on ne voit plus les étoiles. À ce moment-là, quand la boussole ne fonctionne plus, la boussole extérieure reste la boussole intérieure. Et quand vous êtes à cet espace-là, dans cet espace où vous vivez votre mission, il n'y a pas vraiment de décision fausse. Parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Alors comment démarrer? Par où démarrer? J'aurais envie de vous dire deux choses. La première, c'est ouvrez-vous aux besoins du monde. Laissez-vous toucher. Laissez-vous indigner. Mathieu Ricard aussi en parlait. L'indignation de l'abbé Pierre, quand en hiver 54, il se dit « c'est pas possible que l'on laisse autant de gens dans la rue mourir de froid », ça donne Emmaüs. Toutes les émotions que vous allez pouvoir rencontrer dans le monde, dans des reportages, dans des choses, peut-être en sortant là, peut-être en écoutant quelqu'un ce soir, écoutez-les. Écoutez-les. Parce qu'elles vont mettre en mouvement quelque chose. Elles vont venir réveiller quelque chose en vous. Je crois que cette notion de l'ouverture du cœur, elle est essentielle. Il y a vraiment cette phrase de ce grand maître qui est encore vivant, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste zen qui a monté une communauté extrêmement importante près de Bordeaux et d'autres dans le monde. Il a été nommé candidat au prix Nobel. Et il a cette phrase merveilleuse, il dit « Et si le grand voyage de notre époque, et si ce voyage faisait 30 cm? Et si ce voyage, ça consistait à passer de la tête au cœur ?» Et la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous dire, mais le travail, cette principale activité dans ma vie, c'est l'essentiel de notre temps éveillé, c'est le travail. Et bien ce travail, je souhaite que ça soit une source d'accomplissement existentiel. Je souhaite que quand je vais au travail, j'ai l'impression de vivre ma vie. Je vous invite à prendre conscience du pari peut-être inconscient que vous avez fait en vous disant, non mais quand je serai à la retraite, ou quand j'aurai de l'argent, ou quand j'aurai atteint telle ou telle chose, à ce moment-là, je m'autoriserai à être moi, vraiment moi, et à faire vraiment les choses que j'aime. C'est un pari risqué, je crois. La puissance qu'il y a chez les acteurs du changement, chez les entrepreneurs du changement, vous allez en avoir ce soir. La puissance, elle vient d'où? Elle vient de cet alignement entre mon engagement professionnel et ce que j'aspire à vivre profondément. Et quand vous avez cet alignement-là, il y a quelque chose qui déplace les montagnes parce que vous êtes simplement non pas en train de porter le monde, vous n'êtes pas en train de faire une entreprise, de vouloir développer ou de manager les gens, vous êtes en train de vivre votre vie. Voilà. Alors j'ai envie de vous proposer maintenant un petit temps de résonance pour justement juste goûter, faire l'expérience de cette petite voix intérieure qu'on n'a pas souvent l'habitude d'explorer et d'écouter. Cette petite voix en nous qui sait. Si vous êtes d'accord, je vous propose de fermer les yeux. Fermez les yeux et laissez se détendre le corps. Pour doucement venir poser votre attention sur votre respiration, sur votre souffle. Voilà, laissez-vous bercer par votre souffle. Rentrez à l'intérieur de vous comme si vous alliez à la rencontre de votre meilleur ami, à la rencontre de vous-même. Et dans cette rencontre, faites-vous un grand sourire, tel que vous êtes. Et je vous invite à laisser venir tout simplement la réponse à ces questions. Dans ce qui vient d'être partagé, dans ce chemin spirituel qui s'ouvre, dans ces missions possibles, dans cette possibilité d'être soi, dans ce monde qui est en train de naître, qu'est-ce que ça met en mouvement chez moi? Qu'est-ce que ça vient peut-être
percuter comme croyance, mais surtout qu'est-ce que ça ouvre? Ou est-ce que ça génère tout simplement une émotion? Voilà, doucement, je vous invite à ouvrir les yeux et à partager dans la plus grande simplicité, simplement avec quelques mots, ce qui a émergé. Partagez-le à votre voisin. Voilà, mettez quelques mots sur ce qui s'est mis en mouvement, ce que c'est venu toucher en vous. Voilà, avec peut-être un niveau de voix qui soit plus modéré pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. Prenez quelques instants avec votre voisin. Ouvrez votre cœur, justement. Je vous invite à terminer. Parce que quand on met trop de mots, souvent on remonte un peu dans la tête. J'ai envie de finir en vous partageant un texte. C'est un texte que la vie a amené sur mon bureau. Je ne sais pas qui m'a offert ce texte. Il est d'une femme qui s'appelle Donna Markova, une Américaine, toujours vivante. Voilà ce qu'il dit. « Je ne mourrai pas sans avoir vécu. Je ne vivrai pas dans la peur de tomber ou de prendre feu. Je fais le choix d'habiter mes journées, de permettre à ce que je vis de m'ouvrir, de me rendre moins peureuse, plus accessible, d'assouplir mon cœur, jusqu'à qu'il devienne une aile, une torche, une promesse. Je prends le risque de mon importance, de vivre de telle manière que ce qui m'est arrivé sous forme de graines parvienne au prochain sous forme de fleurs, et que ce que j'ai reçu sous forme de fleurs poursuive son chemin en tant que fruit. Merci pour votre attention. Romain Cristofini, s'il vous plaît. Waouh! Quel bel exemple de verticalité. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, tu m'as beaucoup émue. Merci.